Il existe une confusion moderne que presque tout le monde entretient. On vous a appris que le respect naît de la gentillesse, que plus vous êtes compréhensif, plus vous êtes accommodant, plus vous serez apprécié, et donc respecté. Mais ce lien n'a jamais existé. Dans toutes les sociétés humaines, le respect ne s'est jamais construit sur l'intention. Il s'est construit sur la structure, sur la capacité d'un individu à rester stable quand les autres testent, poussent ou franchissent les limites. La gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous sacrifiez pour la préserver. Cette vidéo n'explique pas pourquoi être gentil est une erreur. Elle explique pourquoi la gentillesse, quand elle n'est pas soutenue par une colonne vertébrale, devient invisible. Et pourquoi les stoïciens avaient déjà identifié ce piège il y a plus de 2000 ans. Chapitre 1. La confusion moderne entre gentillesse et sécurité. L'être humain ne fonctionne pas sur des valeurs abstraites. Il fonctionne sur des signaux. C'est un fait biologique. Les neurosciences sociales montrent que notre cerveau évalue en permanence deux choses chez l'autre, sa chaleur et sa solidité. La gentillesse augmente la chaleur, mais seule, elle ne crée jamais la solidité. Un individu chaleureux mais incapable de poser une limite est perçu inconsciemment comme non dangereux. Et ce qui n'est pas dangereux n'est jamais respecté. Les stoïciens l'avaient compris sans imagerie cérébrale, sans laboratoire, simplement par l'observation. Épictète expliquait que celui qui ne sait pas ce qu'il est prêt à perdre finit toujours par être manipulé. Pas par méchanceté, par nature humaine. Dans le monde moderne, on confond sécurité et confort. On pense qu'un homme sûr est un homme qui rassure. Mais l'histoire montre l'inverse. Un homme sûr est un homme prévisible dans ses valeurs, mais imprévisible dans ses concessions. Il est calme, il est juste, mais il n'est pas flexible là où cela compte. C'est ici que la gentillesse commence à poser problème, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est offerte sans condition, sans cadre, sans conséquence. Et quand la gentillesse n'a plus de limite, elle cesse d'être perçue comme une vertu et devient un signal de faiblesse. Chapitre 2. Pourquoi les hommes gentils sont testés plus souvent? Les tests sociaux ne sont pas une agression. Ils sont un mécanisme. Dans toutes les espèces sociales, les individus évaluent en permanence jusqu'où ils peuvent aller avec l'autre. Chez l'être humain, ce processus est subtil, presque invisible. Il ne prend pas la forme d'un affront direct, mais d'un glissement progressif. Une remarque un peu déplacée, un retard non justifié, une décision prise sans vous consulter, un ton légèrement différent. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des sondes. Les hommes gentils sont testés plus souvent pour une raison simple. Ils envoient un signal ambigu. Ils montrent de la bienveillance, mais pas toujours de la fermeté, de l'ouverture, mais pas toujours de la limite. Et le cerveau humain, face à l'ambiguïté, teste, toujours. La psychologie comportementale est claire. Lorsqu'une limite n'est pas affirmée, elle est perçue comme inexistante. Pas comme temporaire, pas comme flexible, inexistante. Les stoïciens décrivaient déjà ce phénomène. Sénèque écrivait que celui qui tolère trop invite les autres à aller plus loin. Non par malveillance, mais parce que la nature humaine cherche la structure. Là où il n'y a pas de cadre, il y a de l'exploration. Et l'exploration, dans les relations humaines, prend la forme du test. Plus vous absorbez les écarts sans réagir, plus le test s'intensifie. Pas parce que l'autre vous méprise consciemment, mais parce que votre silence est interprété comme une autorisation. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent « je suis au-dessus de ça ». Mais socialement, ils viennent d'envoyer un message très clair « je ne ferai rien ». Et un homme dont on sait qu'il ne fera rien sera testé encore, jusqu'à ce qu'il disparaisse du centre des décisions, ou jusqu'à ce qu'il explose, trop tard et sans crédibilité. Les stoïciens appelaient cela l'absence de maîtrise anticipée. Ne pas attendre la rupture, ne pas accumuler, ne pas laisser la tension pourrir. Mais poser la limite au moment exact où elle est franchie. Calmement, sans émotion, sans justification. C'est ce que les hommes gentils oublient le plus souvent. Chapitre 3. Pourquoi éviter le conflit détruit l'autorité? L'autorité ne se perd pas quand un homme est agressif. Elle se perd quand il refuse le conflit au moment où il est nécessaire. Le conflit n'est pas une rupture,
Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un échec relationnel. Le conflit est un signal. Il indique qu'une limite a été touchée. Et refuser ce signal ne restaure jamais l'harmonie. Il la corrompt. Dans les groupes humains, éviter le conflit ne vous place pas au-dessus, cela vous place en dessous. La psychologie sociale le montre clairement. Celui qui évite systématiquement la friction est perçu comme incapable de défendre une position. Et une position qui ne peut pas être défendue cesse d'exister. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre la colère et la fermeté. La colère est une perte de contrôle. La fermeté est une expression de contrôle. Marc Aurèle écrivait qu'il valait mieux être droit que d'être en paix à tout prix. Car la paix obtenue au prix de la vérité n'est pas une paix, c'est une capitulation lente. Beaucoup d'hommes évitent le conflit par peur d'être perçus comme durs, froids ou injustes. Mais dans la réalité sociale, ce n'est pas l'homme ferme qui inquiète, c'est l'homme imprévisible émotionnellement. Et paradoxalement, celui qui évite le conflit accumule, il absorbe, il se tait, il encaisse, jusqu'au moment où la limite n'est plus posée, mais projetée. À ce moment-là, il ne reste plus d'autorité, seulement une réaction tardive, excessive et donc discréditée. Le groupe ne voit pas un homme qui se tient droit, il voit un homme qui a perdu le contrôle, et l'autorité ne revient jamais après cela. C'est pourquoi éviter le conflit ne préserve pas la relation, il détruit silencieusement la position. Les stoïciens appelaient cela le refus de l'épreuve. Or, toute autorité réelle naît d'une chose simple, la capacité à rester calme au moment exact où la tension apparaît, ni avant, ni après, exactement là. Chapitre 4. Standard faible, perte d'autorité. Un homme sans standard clair n'a pas d'autorité. Il peut avoir des intentions, il peut avoir des principes, il peut même avoir une morale. Mais sans standard appliqué, tout cela reste théorique. Les standards ne sont pas ce que vous dites accepter, ce sont ce que vous tolérez quand cela vous coûte quelque chose. Et c'est ici que beaucoup d'hommes se mentent. Ils pensent avoir des limites, mais ils les déplacent dès qu'ils risquent de perdre une relation, une position ou une forme de confort. Dans les groupes humains, les standards faibles créent toujours le même effet. Ils signalent que votre présence est négociable, que votre temps est flexible, que votre parole peut être contournée, que vos valeurs s'adaptent à la pression. Et une valeur qui s'adapte cesse d'être une valeur, elle devient une préférence. Les stoïciens étaient implacables sur ce point. Sénèque écrivait qu'un homme qui cède sur ce qu'il juge juste pour éviter une perte immédiate perd quelque chose de plus grand, sa cohérence intérieure. Et sans cohérence, il n'y a pas d'autorité possible. Car personne ne suit durablement quelqu'un qui ne se suit pas lui-même. Les standards faibles ne provoquent pas toujours un rejet immédiat. Ils provoquent quelque chose de pire, un glissement. On commence à décider sans vous, à parler sans vous consulter, à franchir des limites en supposant que vous laisserez passer. Et souvent, vous le faites, par peur d'être perçu comme rigide, par peur d'être seul, par peur de perdre ce qui reste. Mais chaque concession affaiblit encore un peu plus votre position, jusqu'au moment où poser une limite devient soudain injuste. Pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'elle arrive après trop de tolérance. À ce stade, le standard n'est plus crédible. Il n'est plus vu comme une ligne à respecter, mais comme une réaction tardive. C'est ainsi que l'autorité se dissout, pas par un affront, pas par une trahison, mais par l'érosion lente de ce que vous étiez prêt à défendre. Chapitre 5. Le prix réel de la limite. Poser une limite a toujours un coût. C'est pour cela que tant d'hommes ne le font pas. Le coût n'est pas toujours visible. Il ne prend pas la forme d'un conflit immédiat ou d'une rupture spectaculaire. Il prend la forme d'une tension, d'un silence, d'un regard qui change. Et c'est précisément ce coût-là que beaucoup d'hommes refusent de payer. La vérité est simple. Toute limite authentique introduit une possibilité de perte. Perte d'approbation, perte de confort, parfois perte de la relation elle-même. Mais ce que peu d'hommes comprennent, c'est que refuser de payer ce prix n'annule pas la perte, il la déplace. À court terme, éviter la limite préserve la paix. À long terme, cela détruit la position.
Les stoïciens parlaient de préférer la perte visible à la corruption invisible. Marc Aurèle écrivait qu'il valait mieux perdre ce qui n'était pas essentiel que de perdre sa rectitude intérieure. Car une fois cette rectitude brisée, tout le reste devient instable. Beaucoup d'hommes posent des limites tardives, quand ils sont épuisés, quand ils sont déjà diminués, quand leur crédibilité a été lentement érodée. À ce moment-là, la limite ne protège plus, elle surprend, elle choque, elle est perçue comme une attaque et donc rejetée. La limite efficace n'est pas une réaction, c'est une position constante. Elle n'a pas besoin d'être expliquée, elle n'a pas besoin d'être répétée. Elle est intégrée dans la manière dont vous agissez, répondez et retirez votre présence. C'est pourquoi la plupart des hommes perdent leur autorité sans jamais l'avoir réellement exercée. Ils n'ont pas refusé la domination, ils ont refusé le prix qui l'accompagne. Chapitre 6. Le retrait comme acte d'autorité. Il existe une forme de pouvoir que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le retrait. Dans l'imaginaire collectif, se retirer, c'est abandonner, c'est perdre, c'est céder le terrain. Mais dans les dynamiques humaines réelles, le retrait maîtrisé est souvent l'acte d'autorité le plus fort. Les hommes faibles se retirent par peur. Ils disparaissent sans cadre, sans clarté, sans cohérence. Les hommes solides, eux, se retirent par choix. Ils ne claquent pas la porte, ils ne menacent pas, ils n'expliquent pas. Ils retirent simplement leur temps, leur attention, leur présence. Et ce retrait crée un vide. Le cerveau humain déteste le vide social. Lorsqu'une présence stable disparaît, une question surgit immédiatement. Pourquoi ? Et cette question réorganise toute la perception. Soudain, l'autre réalise ce qu'il avait cessé de considérer comme acquis. Pas par culpabilité, par recalibrage. Les stoïciens considéraient le retrait comme une discipline. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui peut partir sans agitation, non pas parce qu'il est rejeté, mais parce qu'il n'est pas dépendant. Et cette indépendance change tout. Un homme qui ne peut pas partir n'a aucun levier. Un homme qui peut partir sans bruit, sans colère, sans justification, devient immédiatement imprévisible. Et l'imprévisibilité contrôlée est un marqueur de pouvoir. Attention, le retrait n'est pas une punition, ce n'est pas une stratégie de manipulation, ce n'est pas un jeu. C'est la conséquence naturelle d'un standard non respecté. Il ne cherche pas à provoquer une réaction, il rétablit une vérité. Et c'est pour cela qu'il est si rarement utilisé, parce qu'il exige que vous soyez réellement prêt à perdre ce que vous quittez, sans regret, sans retour en arrière. Chapitre 7. Ce que les hommes respectés ne demandent jamais. Il y a une chose que les hommes réellement respectés ne font jamais. Ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas qu'on les comprenne. Ils ne demandent pas qu'on les respecte. Ils ne demandent pas qu'on les prenne en considération. Parce qu'une chose demandée n'est jamais une chose accordée librement. Et le respect, par définition, ne se négocie pas. Les hommes qui demandent se placent déjà dans une position inférieure. Ils expliquent, ils justifient, ils cherchent à convaincre. Et sans s'en rendre compte, ils signalent qu'ils dépendent du regard de l'autre pour exister. Les stoïciens étaient radicaux sur ce point. Marc Aurèle écrivait que l'homme digne agit selon ce qui est juste, non selon ce qui est applaudi. Car celui qui agit pour être validé a déjà cédé son centre. Et un homme sans centre ne peut jamais être une figure d'autorité. Le respect apparaît quand vos actes parlent avant vos mots, quand votre comportement révèle clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez, sans discours, sans explication, sans scène. C'est pour cela que les hommes respectés semblent souvent silencieux, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils n'ont rien à prouver. Ils n'entrent pas dans les débats inutiles, ils ne corrigent pas tout, ils ne se défendent pas sans raison. Ils laissent les conséquences faire leur travail. Et ce silence, dans un monde saturé de bruit, devient une forme de pouvoir. À ce stade, quelque chose doit être clair. L'autorité ne se réclame pas, elle ne se défend pas, elle ne s'explique pas, elle se manifeste. Chaque chapitre de cette vidéo décrit la même trajectoire, celle d'hommes qui ont confondu paix et respect, gentillesse et solidité, silence et sagesse, et qui ont lentement glissé hors du centre. Reprendre son autorité ne demande pas de devenir dur, froid ou agressif.
Cela demande une chose bien plus rare, la capacité à rester droit quand le coup devient réel. À partir de maintenant, chaque situation vous posera la même question. Suis-je en train de préserver la relation ou de préserver ma position? Les deux sont rarement compatibles, et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. L'autorité ne disparaît pas le jour où vous perdez un conflit. Elle disparaît le jour où vous cessez d'en être capable.